Merci de M. Belhassan pour l'introduction. C'est un plaisir donc de participer à ce webinaire sur l'histoire des épidémies et avec mes collègues marocains. Et j'ai aussi un grand plaisir d'avoir avec nous le professeur Joseph Brunet donc Jailly qui nous rejoint donc de Paris ou d'Aix-en-Provence. D'autant plus que lui est économiste, donc on aura peut-être des avis complémentaires par rapport à ceux des médecins. Alors, ma conférence va être autour de la peste noire. Ici, c'est le plan. Je vais donner quelques repères et quelques définitions avant donc d'aborder la peste black, donc dite en particulier. Alors, la peste noire du XIVe siècle donc, est la pire épidémie que connaît l'humanité depuis toujours, à cause des pertes démographiques qu'elle a causées. On estime maintenant qu'il a tué à peu près 60% de la population, disons, de ce qu'on appelle à ce moment-là le monde connu, c'est-à-dire le monde en fait européen et musulman autour de la Méditerranée. Et à, à l'occasion donc de la pandémie qu'on vit depuis presque 2 ans maintenant, ça aurait été intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant la peste noire, et que ce soit au niveau de son apparition, de son extension, de sa récurrence, pour s'en inspirer par rapport à l'épidémie, donc par rapport à l'épidémie donc de Covid actuelle. Et on va voir au fur et à mesure qu'il y a pas mal de choses en fait qui peuvent être, disons, corrélées ou associées ou donner des idées par rapport à ce qu'on vit comme, actuellement comme problème donc pandémique. Alors là, ça n'avance pas. Désolé, il y a un problème avec ces... Donc, je vais donner une idée globale des pestes, de l'histoire des pestes au cours donc, de déroulement historique, et déjà discuter d'un malentendu, en fait des historiens et même des microbiologistes. Le terme peste ou pestilence pendant le Moyen Âge est un terme qui est générique et en fait était donné, collé à toutes les maladies infectieuses avec une extension rapide en quelques jours, quelques semaines. Et c'était pas spécifique à la peste qu'on va voir tout à l'heure et qu'on va appeler la peste bubonique, qui elle, et on verra qu'on a découvert à la fin du 19e siècle le germe. Alors l'intérêt, ce qui m'a intéressé aussi, donc de s'intéresser à la peste, c'est qu'on a beaucoup de travaux de médecins arabes et d'historiens arabes qui se sont intéressés et qui ont vécu la maladie et ses catastrophes, que ce soit en Moyen-Orient, en Égypte, en Syrie, ou que ce soit donc ce qu'on appelle donc l'Occident musulman, c'est-à-dire en gros le Maroc et l'Andalousie. Et à ce moment-là, au XIVe siècle, il n'y avait que le royaume musulman de Grenade qui restait. Et il se trouve qu'il y avait des médecins qui avaient gardé le grand héritage de la médecine andalouse. Et donc, on a des écrits très intéressants qu'il fallait mettre en parallèle avec les écrits occidentaux. Alors, les auteurs arabes, dès
la première donc, épidémie de peste du 7e siècle, 6e, 7e siècle. On va voir donc la peste qui s'est produite pendant donc l'Empire byzantin, qu'on appelle la peste de Justinien, et qui a coïncidé avec l'apparition et l'extension de l'islam. Ils ont séparé les deux termes, waba et ta'oun. Waba, c'est toute maladie donc infectieuse avec extension. À ce moment-là, on ne connaissait pas, on n'avait pas encore l'idée de contagion. Et ta'oun était donné spécifiquement à la peste bubonique. Donc, depuis donc, les études épidémiologiques modernes et historiques, pour que les gens se mettent sur le même donc d'avoir le même langage, la peste proprement dite, c'est la peste bubonique, dont la première émergence donc, s'est faite au VIe siècle et qui a atteint donc l'empire romain, donc byzantin, au temps de l'empereur Justinien, qui a duré 2 siècles. Et là aussi, on suppose qu'il a tué à peu près 40 millions de personnes pendant cette épidémie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et on va retrouver la même chose après avec la peste noire, ou la deuxième épidémie, c'est qu'il y a eu des récurrences. Ça, c'est une problématique de la peste. Il y a des moments donc inauguraux, avec catastrophique au niveau de la mortalité, et puis tous les 10 ans en moyenne, il y a des récurrences pendant quelques mois. Et ce qui est aussi intéressant, et ça peut nous intéresser aussi par rapport au Covid, c'est que la peste donc de Justinien, et on va savoir par la suite que c'était dû à Yersinia pestis, comme la deuxième et la troisième pandémie, a disparu pendant 5 siècles. Et on ne sait pas pourquoi. Donc pendant 8 siècles, il n'y a eu aucune épidémie de peste bubonique n'a été signalée jusqu'à l'apparition de ce qu'on appelle la deuxième pandémie, qui commence donc en 1346 jusqu'à 1690, peut-être en Europe occidentale, mais beaucoup plus loin, jusqu'au 19e, voire le début du 20e siècle, en Europe centrale, en Europe en particulier en Russie, ou dans les pays musulmans ou en Afrique du Nord. Alors la peste noire, c'est la peste, le moment inaugural de la deuxième pandémie, qui est appelée par les Anglais Black Death, d'où peste noire. Et elle, donc, commence en 1347-46 jusqu'à 1353. Et il va atteindre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et une partie de l'Asie occidentale. C'est ce qui va être le sujet de notre conférence. Alors, après donc, pendant 3 siècles, donc à partir du 14e, il y a eu des récurrences là aussi de cette peste, de la deuxième pandémie, tous les 10-12 ans. Il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'essayer de comprendre pourquoi il y a des récurrences, pourquoi il y a des disparitions. Et l'intérêt de la peste en général, et de la peste noire, c'est un sujet par excellence d'études multidisciplinaires qui vont de la microbiologie, de l'écologie, bien sûr, du climat, changement du climat, de la nutrition des populations, de la démographie, de l'économie, etc. Et il y a encore actuellement probablement des centaines d'articles qui sont publiés chaque année sur le problème donc de la peste en général et donc en particulier sur la peste noire. Alors la troisième épidémie donc de peste commence à la fin en 1894, donc la fin du 19e siècle, à Yunnan en Chine. Yunnan, comme vous savez, on suppose que le Covid aussi a commencé à Yunnan actuellement.
avec son extension. Alors, j'aurai pas le temps de parler de l'évolution des idées récentes, mais déjà de signaler, c'est à l'occasion de la dernière épidémie. Entre-temps, il y a eu donc la révolution donc microbiologique avec Pasteur et Koch, que donc Alexandre Yersin, qui est donc un médecin pastorien, donc qui a découvert donc le germe. Et puis après, Simon va découvrir le rôle important de la puce de rat. Donc pendant cette période, ça a été découvert en Asie, à Hong Kong par Yersin, et Simon c'était au Pakistan. Alors actuellement, donc ça c'est important parce qu'il y a des débats qui parfois deviennent byzantins, mais qui sont, disons, importants et qui posent des problèmes méthodologiques, voire entre guillemets peut-être épistémologiques. Comment faire le diagnostic d'une maladie infectieuse qui a passé depuis il y a plusieurs siècles? Comment savoir que c'est vraiment la peste bubonique? Et comment savoir que ce n'était pas le choléra, la variole, ou la typhoïde, etc., ou d'autres? Alors, depuis plusieurs années, il y a des recherches d'archéologie, et surtout ce qu'on appelle d'archéopaléomicrobiologie, c'est-à-dire qu'on va chercher en particulier sur les racines des dents des défunts et dans les cimetières, les grands cimetières de certaines villes qui ont eu donc des épidémies catastrophiques, et en particulier à Londres, donc en 1665, et à Marseille, l'équipe donc marseillaise microbiologie a joué un rôle important avec le célèbre Raoult que vous connaissez, qui a fait des travaux dans ce domaine. La peste de Marseille est parmi les plus meurtrières et de 1670, je pense. Donc on est allé chercher les ADN du reste des bactéries, des gens qui sont morts, qui sont décédés. Et là, donc, on sait que les trois pestes sont dues au même germe qui est Yersinia pestis. Et les chercheurs aussi, ils ont montré qu'en fait, les mêmes germes entre guillemets, donc avec sa structure globale, mais en fait c'était des mutants. C'est un peu comme ce qu'on appelle le Covid. C'était pas les mêmes au niveau donc de la constitution génotypique du germe. Mais donc actuellement le problème historique est réglé. Les trois pestes qui ont sévi, la première, deuxième, troisième, c'est le même germe, c'est Yersinia pestis. Alors maintenant, je vais donc aborder plutôt plus spécifiquement la peste noire. Donc, la peste noire, elle est catastrophique par le taux de mortalité. On verra tout à l'heure, je dirai quelques mots sur les problèmes donc, démographiques. Et après, on disait de 2 tiers à la moitié de la population. Actuellement, on pense que c'est 60% de la population, au moins en Europe. On a des travaux très sophistiqués à la fois d'économistes et de mathématiciens avec des études assez pointues qui permettent, grâce aussi bien sûr aux données d'archives qu'ils ont trouvées, de dire que c'est probablement 60%. Alors un célèbre donc médiévaliste, historien du Moyen Âge qui est Emmanuel Leroy-Ladurie, pense, avance que grâce à la peste noire, il y a une unification microbienne du monde. Cet article a été publié en 1973. Il faut peut-être ajouter à ce moment-là du monde connu, en fait, le monde connu, c'est-à-dire le monde européen et méditerranéen. Puisque malheureusement, les Amérindiens, donc les gens d'Amérique centrale, étaient isolés et ils vont être décimés par les maladies que les Espagnols, les Européens, les Portugais vont les amener
la rougeole, probablement la variole. Et donc, il n'y avait pas une unification du reste du monde. À ce propos, c'est intéressant aussi. Et là, c'est des idées qui avancées par des historiens, que ce soit de l'Afrique ou de l'Asie, de signaler que en Afrique noire, les Africains ont été sauvés de la dissémination par la colonisation européenne qui a amené avec elle les microbes, grâce au contact qu'il avait avec les pays musulmans, et en particulier avec les commerçants marocains, qui, bien sûr, amenaient à la fois leurs marchandises, mais aussi leurs microbes avec eux. Et donc, lorsqu'il y a eu le contact avec les Européens, une bonne partie des Africains noirs, donc du Sub-Sahara, étaient relativement immunisés. La même chose est peut-être remarquée pour la Chine, au premier contact avec les Européens, où les premiers explorateurs conquérants portugais pensaient qu'ils allaient avoir la même chose que comme ce qu'ils avaient fait en Amérique centrale, en Chine. Mais les Chinois étaient aussi immunisés, mais c'est aussi grâce aux musulmans, qui sont les premiers qui sont arrivés, donc au 8e siècle, en Asie. Et donc je pense que c'est des éléments très importants au niveau de cette unification microbienne. Donc il était certes pour le monde connu, mais il était partiel. Et il y a des pays qui ont été sauvés par le contact avec des autres. Alors les débats, disons, classiques actuellement, on admet que la peste noire a commencé dans une région qui est actuellement dans le sud de la Russie, qui était un territoire mongol musulman qui s'appelait le Khanat de la Horde d'Or. Et que c'est par là que donc le Khan, le roi mongol, donc Genibar, qui a siégé donc le comptoir de Kaffa qui est en Crimée et qui était un comptoir des Génois, et qui a commencé à envoyer, en fait, à catapulter des cadavres de pestiférés par-dessus les remparts. Et c'est les Génois, contaminés par la peste, qui ont amené et disséminé la peste autour de la Méditerranée. Et là, on voit par les routes maritimes, effectivement, l'atteinte, l'activité Constantinople, la Chypre, Alexandre, Dubrovnik, etc., la Sicile, Gênes et Marseille, donc les principaux ports méditerranéens. Et à partir de ces ports méditerranéens, l'extension va être vers l'intérieur des territoires. Alors l'épidémie donc en 1349, il a déjà donc décimé dans une bonne partie de l'Europe occidentale et puis aussi donc au niveau de l'Europe, au niveau de la Russie. Là, c'est une carte empruntée à un livre pour les gens qui s'intéressent à ce sujet, donc qui s'appelle la History of Black Death de Holloway Benediktov. C'est un Norvégien, c'est deux grands spécialistes de la maladie. Et donc, il montre l'extension. Ça va commencer. Donc, le jaune, on est donc en Asie, dans le Khan, et puis après, l'extension va être donc pour la Méditerranée, l'Afrique du Nord et l'Espagne. Alors, la mortalité, comme je vous ai dit, jusqu'à quelques années, on pensait qu'il y avait 30 à 40% des gens décédés. Mais des travaux donc assez fouillés de Benediktov, en particulier dans des archives, des archives à la fois d'États européens et ecclésiastiques, a démontré, il semble pour les meilleurs spécialistes, que c'est 60% des gens, des Européens, ont décédé de la maladie. À ce moment-là, on estimait la population européenne à 80 millions, et donc 50 millions ont disparu. Et c'est une véritable catastrophe, bien sûr, inégalable au cours de l'histoire de l'humanité. Doles, qui a travaillé sur les archives
donc égyptiens, et les travaux des historiens, en particulier de Makrizi, pensent qu'en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la mortalité devait être la même, sinon plus. Alors, ce qui est intéressant, et ça revient dans les autres épidémies de peste, en fait, la mortalité, c'est essentiellement pendant les 3 mois où les gens meurent, 90%. Donc, des gens meurent au cours la prolongation pendant une année, 2 ou 3, ça va être donc de sorte de récurrence. Et là, ça intrigue un petit peu à la fois les historiens, mais ça intrigue aussi les biologistes et les généticiens, les microbiologistes. Et on pense qu'en fait, que la maladie va emporter des gens qui sont prédisposés génétiquement à ne pas avoir de moyens de défense contre la maladie. Et maintenant, des travaux récents pensent qu'il y a des liens entre la peste et la mortalité, et la gravité, la sévérité, et le groupe sanguin qu'on porte, en particulier la fréquence du groupe O. Et il semble que si la mortalité était très importante, en particulier la région européenne, c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens qui ont un groupe O. Donc, par rapport à d'autres populations, effectivement, où le groupe O qui est moins important. Donc, les travaux continuent. À ce propos, je vous signale pour les personnes que la peste les intéresse, la peste noire en particulier, que Patrick Boucheron, qui est un historien donc du 15e, 14e, 15e siècle et qui est professeur au Collège de France, il anime des séminaires, ça fait la 2e année, sur la peste noire. Lui-même, avec des cours extrêmement fouillés, bien sûr, avec tout le côté aussi littéraire, etc. Mais surtout, il invite les meilleurs spécialistes, en particulier européens, pour parler, y compris donc des généticiens et des microbiologistes. Et actuellement, donc, depuis janvier, le dernier cours, c'était le 18. Chaque semaine, donc, il y a un cours et cette série, c'est après la peste noire. Et c'est extrêmement intéressant donc à voir comment on fait les recoupements et comment aussi on peut avoir des réflexions différentes entre un microbiologiste, un historien, un archéologue. Alors, je vais passer, puisqu'on n'a pas le temps de parler du côté épidémiologique, de pourquoi il y a une grande mortalité des enfants. Ça, c'est un paradoxe qui a été signalé dans les différentes donc travaux. Mortalité des enfants, mais là, il faut séparer deux choses. Mortalité lorsque l'enfant est atteint de la maladie et les enfants qui vont mourir parce que leurs parents sont morts. Et en fait, il n'y a pas qui va s'en occuper, donc les enfants orphelins. Je vous signale qu'au XIVe siècle, il n'y avait pas de sécurité sociale et on ne s'occupait pas des enfants. Bon, il y a aussi des relations avec le climat, etc. La nutrition aussi a joué certainement un rôle important. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite sur les récurrences. Comme je vous ai dit, donc il était récurrent tous les 10 ans jusqu'en 1670. 1670, c'est une date fatidique en France puisque c'est la peste de Marseille. Mais c'est intéressant aussi de voir que ce que dit Léon l'Africain, Hassan Ouazin, qui est un grand voyageur marocain pour lequel on a des descriptions. Les seuls qui existent, par exemple, d'Afrique noire, c'est lui qui l'avait fait, puisqu'on n'avait pas de données avant. Donc, dans sa description de l'Afrique, qui s'appelle Description de l'Afrique, il signale qu'au Maroc, il y avait des récurrences des épidémies tous les 10-15 ans. Et ça rejoint en fait les travaux qui sont plus statistiques et de modélisation qui sont faites par les mathématiciens actuellement. Bon, bien sûr, on ne sait pas est-ce que c'était uniquement la peste ou il y avait aussi le typhus, le choléra, etc. Mais n'empêche que c'est une note intéressante. Et d'ailleurs, le livre de Loizen est extrêmement intéressant et il est utilisé par les historiens, les archéologues de l'Afrique subsaharienne qui vont
parfois chercher des villes qu'il a citées qu'ils n'arrivent pas à situer. Donc, on a vu qu'il y a des récurrences. Je rappelle qu'on a la peste noire, donc c'est 1347-1353. Et puis la pandémie, la deuxième pandémie qui comprend et la peste noire et les prolongements et les récurrences, donc jusqu'à la fin donc, du XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle. Je continue. Alors, élément important, on va revenir tout à l'heure en parlant de la quarantaine. La peste noire va disparaître en Europe occidentale, donc à peu près à la fin donc, du 1700, donc début 18e siècle. Bon, presque définitivement. Mais par contre, il va persister en Europe centrale et en particulier donc en Russie et dans les pays musulmans. Et on a eu des épidémies de peste catastrophiques à Moscou en 1771, au 19e siècle en Tunisie et la même chose en Égypte. On verra quelle est l'explication donnée à cette persistance par la suite. J'avais déjà parlé du grand Makhrizi, donc l'historien égyptien, mais il était historien, il n'était pas médecin. Donc il avait écrit sur l'histoire donc de l'Égypte. D'ailleurs, on a une chronique très intéressante du passage de Napoléon, qui était passé aussi où il y avait la peste à ce moment-là en Égypte. Et il y a un historien Dols, mais surtout un historien économiste qui est Borch, qui a travaillé sur les données rapportées par Makhrizi, mais aussi les données des archives des Mamelouks. Les Mamelouks, c'est les sultans qui gouvernaient l'Égypte pendant ce moment-là et qui était donc un sultanat très bien organisé avec d'excellentes archives et qui, on va voir, qui montre donc la grande mortalité, mais on verra aussi les conclusions de Borch au niveau économique par rapport à l'Égypte. Actuellement, donc, on a d'autres travaux qui sont plus récents concernant l'Empire ottoman, et en particulier par un chercheur, Nukhet Vartik, qui est aux États-Unis, mais qui est d'origine turque, et qui a des idées intéressantes, qui essayent, on verra tout à l'heure en particulier par rapport au rôle de la quarantaine, en critiquant ce qu'il appelle une sorte de orientalisme épidémiologique. C'est elle la première qui a donc soulevé ce problème, en particulier que pendant plusieurs siècles, en Europe, on pensait que la peste venait bien par la mer et venait donc des pays musulmans et orientaux, bon, de la Chine. D'ailleurs, actuellement, mais ça c'est peut-être véridique pour le Covid. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, quelle a été la peste au Maghreb? Est-ce qu'on a des données de la peste? J'ai passé sur les données occidentales, c'est intéressant, il y a de la littérature intéressante, c'est de la littérature romancée, en particulier le Decamélion de Boccace, un Italien qui décrit la peste à Florence de façon magistrale et surtout la fuite de l'aristocratie, de la bourgeoisie, donc de Florence, en laissant le peuple confronté donc à l'épidémie. Au Maghreb, on a peu de données. On a des données, on signale sur la peste. On sait que la peste a éteint dès le début Tunis, en 1348, donc le port de Tunis. Et on a des données, par exemple, le grand historien Abdelrahman ibn Khaldoun, qui a vécu à Tunis pendant l'épidémie de peste. Paradoxalement, lui qui est un fin historien, quasiment aussi avec des réflexions sociologiques, etc., il ne parle que du malheur qu'il a eu pendant la peste de Tunis. C'est-à-dire qu'il a perdu une bonne partie de sa famille, en fait, sa famille, sa femme et ses enfants.
et il a perdu ses maîtres donc de l'université de Tunis. Mais il ne nous dit rien. Quelle a été la réaction? Comment se sont comportés les gens? Qu'est-ce qu'a fait donc les autorités politiques pour lutter contre l'épidémie? On n'a pas du tout de données. Et c'est quand même paradoxal. Alors, au Maroc aussi, euh, on a d'excellents travaux d'histoire sur les épidémies et les famines, mais qui concernent le 16e, 17e siècle, avec un travail qui est déjà un peu ancien de Rosenberger-Tréky, et un autre de Feu Bzaz, un grand historien de tout ce qui est problème là aussi d'épidémie, 18e, 19e siècle. Mais on n'a presque pas de données sur la peste noire, comme si la peste noire n'est pas passée au Maroc. Personne n'en parle. On revient à Ibn Battuta. Non, je pense que je n'ai pas encore parlé d'Ibn Battuta. Ibn Battuta, c'est donc le grand voyageur donc, tangérois musulman, auquel là aussi on a des descriptions magistrales qu'il avait faites pendant donc, le XIVe siècle, puisqu'il est parti, il était en Afrique noire, il était en Asie, il était en Inde, et on a des descriptions aussi de l'Empire chinois, etc. Il était donc, il a parlé de ravage de la peste lorsqu'il était à Damas, puisqu'il a coïncidé par son passage à Damas, et donc du fléau. Alors que paradoxalement, il ne parle pas de la peste noire au Maroc. Et des historiens pensent que sa mère elle-même est décédée de la peste, alors qu'il ne le signale pas, ce qui est là aussi un peu paradoxal. Ce qu'on connaît au niveau historique, je vais aller plus vite, parce que je pense que j'ai déjà 20 minutes. Là, les sultans mérinides marocains de Fès, là on le sait historiquement, ils occupaient Tunis en 1348, au moment de la peste. Et ils ont dû quitter la ville à cause de la peste. Là, je renvoie à un travail magistral du professeur Mohamed Qabli, qui est historien de cette période. Et en revenant, probablement qu'ils ont décimé la peste sur le chemin, à la fois donc au Maghreb central et au Maroc. Alors, une chose qui est intéressante et qui fait donc là aussi on dirait l'asymétrie entre les connaissances qu'on a en Europe, et en particulier en Europe occidentale, grâce à la paléo-archéomicrobiologie, et le fait qu'on n'a aucune donnée de ces travaux-là. Et je pense qu'il faudrait qu'ils soient développés. Peut-être qu'il y aura quelques réticences religieuses, mais je pense qu'il faudrait les faire, en particulier dans les grands cimetières des grandes villes musulmanes qui ont connu la peste noire, que ce soit au Maghreb, au Fès, Marrakech, au Caire bien sûr, à Damas, et on pourra avoir des données beaucoup plus fines, comme ce qui a été fait par la révolution de cette méthode en Europe. Alors, je pense que je vais traiter uniquement cette partie. Je vais m'arrêter puisque c'est pas, j'ai que 25 minutes et ils sont peut-être déjà dépassés. C'est intéressant de savoir quelles sont les connaissances médicales qu'on avait à cette époque. Je me suis intéressé aux connaissances médicales des médecins andalous, donc du royaume de Grenade. Mais en fait, c'est eux qui ont donné les idées les plus originales à ce moment-là, avant que les pays donc occidentaux. Des Ibn Khatim al-Ansari, Ibn Khatib et Mashkroun, qui ont publié sur la peste, en fait étaient les descendants directs des grands médecins andalous, que ce soit les Zahraoui, la famille Ibn Zohr ou Ibn Rushd, etc. Donc il y avait encore l'héritage de cette médecine.
D'ailleurs, c'est paradoxal, puisqu'il y avait des contacts très étroits entre le royaume de Grenade et le Maroc, et en particulier le Maroc mérinide. Mais on n'a que des descriptions sur Grenade, sur la Grenade. Alors, Ibn Khatima, qui était à la fois philosophe, médecin et alim, qui vivait à Almeria. Almeria dépendait du royaume de Grenade. Il a fait des descriptions magistrales du point de vue clinique, qu'on connaissait bien sûr à ce moment-là, puisque depuis la peste de Justinien, on connaissait la forme bubonique. Mais il a insisté sur la grande mortalité de la forme pulmonaire, qui se confirme jusqu'à maintenant. Il y a une épidémie qui est passée malheureusement donc à Madagascar. Et là aussi, c'est foudroyant les formes pulmonaires, tuées en 2 à 3 mois, à 3 jours si on ne traitait pas les malades. Et surtout, il décrit pour la première fois la forme septicémique, la forme qui est momentanément foudroyante en une journée qui tue. C'est le premier qui va décrire cette forme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un médecin, mais aussi avec l'œil du sociologue et de l'épidémiologiste. Il décrit que c'est les quartiers les plus peuplés, en particulier les quartiers les plus pauvres de la ville qui sont atteints, et que en fait les quartiers espacés et la région donc à l'extérieur de la ville, la maladie était moins fréquente. Si donc Ibn Khatim a resté sur des causes, le fameux air donc pollué qui donnait la maladie, rester sur des notions classiques de la cause de la maladie. On a un autre monsieur qui est une personnalité, une des grandes personnalités peut-être de l'Occident musulman, qui est Saint-Din ibn al-Khatib, qui en plus d'être politicien, historien, il était aussi médecin, et c'est lui qui fait la première description de la contagiosité d'une maladie infectieuse dans l'histoire. Et il le signale très bien, il dit que les gens qui ont été en contact avec des malades vont attraper la maladie. Ceux qui n'étaient pas en contact, ils n'attrapent pas la maladie. Et il donne des exemples. Il dit qu'il y avait un qala', c'est-à-dire une prison à l'extérieur de la ville, où il y avait des prisonniers isolés de reste, personne n'avait été atteint. Il dit aussi que quelqu'un, un fossoyeur, qui a pris une bague de quelqu'un donc décédé et qui a pris avec lui, il a été atteint par la maladie. Et il donne beaucoup plus d'exemples. Donc la première notion vraiment de contagiosité d'une maladie est venue donc de Saint-Din ibn al-Khatib. Voilà donc là le travail, qui est le puscule d'Ibn al-Khatib, et en fait il vient d'être publié et noté par une jeune universitaire de Rabat, il y a je pense 2011 ou 2012. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur la peste noire, mais je vais m'arrêter. Il y a toutes les réactions sociales et culturelles. Il y a la réaction des autorités politiques. C'est intéressant de comparer ce que font les pays donc, chrétiens et les pays musulmans. Il y a le rôle fondamental de la quarantaine qui a été développé en premier donc en Europe, à Dubrovnik et puis à Venise, et qui a probablement permis de stopper la récurrence de la peste dans les pays occidentaux, laquelle quarantaine n'a pas été faite par exemple dans les pays donc d'Europe centrale comme en Russie, où la peste a persisté. D'autres réactions, je passe aussi, le rôle économique fondamental aussi, du changement économique, mais ça, j'ai pas le temps. Oui, le rôle aussi de certaines déviances sociologiques comme les flagellants en Europe occidentale, qui passaient de ville en ville, de village en village, et la persécution des Juifs, là, on l'oublie. Première grande persécution des Juifs, ça s'est fait au XIVe siècle, où une bonne partie des Juifs, en fait, l'Europe occidentale a été vidée de ces Juifs
qui se sont allés s'installer en Europe centrale. On peut dire malheureusement, ils ont été rattrapés après. Mais bon, voilà, donc je vais aller à la conclusion et dire que, bon, que la peste noire, peut-être avec d'autres choses bien sûr, était le moment historique fondamental de l'émergence donc de l'Europe, on va dire grâce à la quarantaine, et des innovations économiques qui ont été faites, et qui a permis donc une divergence économique et puis sociale, à la fois entre l'Europe du Nord, Grande-Bretagne, Hollande, et l'Italie et l'Espagne, qui vont être relégués donc au niveau du développement socio-économique et politique, et surtout la grande divergence entre l'Europe globalement, l'Asie et le monde musulman. Alors, je finis par une réflexion donc de Patrice Boniface, qui est un géopoliticien français, qui dit que peut-être que le Covid est aussi un moment qui va accélérer la montée en puissance de la Chine et le retour à une position plus modeste d'avant la peste noire en Europe occidentale. Et je vous remercie de votre attention.